La nouvelle génération de batteries Blade de BYD entre en production de masse. Et ce n'est pas une simple évolution, c'est une avancée majeure qui pourrait redéfinir l'autonomie, la sécurité et même le coût des véhicules électriques. Officiellement prête, la batterie Blade Gen 2 est le fruit de mois de tests et d'ajustements. Plusieurs sources confirment que la production industrielle est à quelques semaines. Initialement annoncée pour août, nous y sommes. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une mise à jour mineure. On parle d'un véritable bond en avant, 30% de densité énergétique en plus, un meilleur rendement, un format plus compact et un coût de production encore plus bas. Tous ces éléments réunis forment une batterie nettement supérieure. Alors, que sait-on exactement de cette Gen 2 ? En quoi diffère-t-elle de la première version et même de la toute première génération souvent oubliée, surnommée Gen 0 ? Et surtout, pourquoi cette nouvelle batterie pourrait-elle bouleverser tout le marché des véhicules électriques ? Selon BYD et les médias chinois, la densité énergétique est passée de 150 à 210 Wh par kilogramme, soit une augmentation d'environ 30%. En parallèle, le coût de production a baissé de 15% par rapport à la première génération. Le nouveau design, plus compact, permet d'intégrer davantage d'énergie dans un espace réduit. C'est le gain net. La batterie reste basée sur la chimie LFP, le phosphate de fer lithié, mais avec un meilleur empilement, une gestion plus avancée de l'électrolyte et une sécurité renforcée malgré l'augmentation de la densité. Un détail important, car en général, plus de densité signifie moins de sécurité. Pas ici. La stabilité thermique a été améliorée, la gestion des modules optimisée. Et malgré les limites théoriques de la chimie LFP, BYD a trouvé le moyen de repousser encore ses performances tout en conservant son avantage principal, une volatilité très faible. Autre point clé, l'architecture Cell-to-Pack reste intacte. Il n'y a pas d'espace perdu entre les cellules. L'ensemble est structurel, intégré au châssis du véhicule. Mais cette fois, l'ensemble est plus petit, plus dense et 15% moins cher à produire. Peut-être que cette réduction se répercutera aussi sur le prix final pour le consommateur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous, les conducteurs. La batterie Blade de première génération permettait déjà aux modèles comme l'AT3 ou la Dolphin d'atteindre une autonomie de 430 à 450 km, norme WLTP, avec un pack de 60,48 kWh. Désormais, avec la Gen 2, une batterie de taille équivalente pourrait dépasser les 500 km, sans avoir à passer à des chimies plus coûteuses comme le nickel-manganèse-cobalt. Alors comment cela se compare-t-il à la cellule 4680 de Tesla ou à la batterie Kirin de KTL ? La 4680 de Tesla est impressionnante, notamment sur le plan structurel, avec une densité gravimétrique plus élevée grâce à la chimie NMC. Mais elle est aussi plus inflammable et souffre de problèmes de gestion thermique en cas de forte sollicitation. Par exemple, enchaîner les recharges rapides ou conduire par forte chaleur, comme en Californie, peut poser problème. La Kirin de KTL, elle, est une concurrente sérieuse. C'est la principale alternative en dehors de Tesla et BYD. Elle utilise également une architecture Cell-to-Pack et dépasse les 200 Wh par kilogramme. Mais elle reste coûteuse et toujours centrée sur la chimie NMC. L'avantage stratégique de BYD, c'est le contrôle des coûts. Ils fabriquent leurs propres cellules, assemblent leurs propres packs et avec cette Gen 2, ils comblent l'écart énergétique avec les batteries NMC tout en restant plus sûrs et moins chers. Si vous êtes une entreprise, une administration ou même un particulier à la recherche de fiabilité, la chimie LFP reste une valeur sûre. Après 1000 ou 2000 cycles de charge, la capacité de la batterie reste largement intacte. C'est précisément cette durabilité qui rend le combo autonomie plus prix particulièrement attractif. La production de la Gen 2 Blade commencera d'abord en Chine, puis s'étendra aux nouvelles usines en Thaïlande et au Brésil, avant d'arriver en Europe. Les sites pressentis, la Hongrie ou la Turquie. Les premiers modèles à en bénéficier seront les nouveaux véhicules Denza et Yangwang. Ensuite, elle équipera rapidement les voitures plus accessibles comme la Dolphin, la T3 ou encore la BYD Seagull, commercialisée sous plusieurs noms. Le calendrier est clair. Déploiement massif d'ici la fin de l'année et montée en puissance au premier semestre 2026. Ce n'est donc pas une simple mise à jour. C'est une démonstration de force de la part de BYD qui prouve que la chimie LFP a encore un potentiel énorme et que le tout solid state n'est peut-être pas si urgent que ça. Beaucoup se demandent, qu'en est-il des batteries à électrolyte solide? Est-ce que ce n'est pas censé être l'avenir? En théorie, oui, mais dans les faits, pas encore. Les batteries solid state font rêver sur le papier, mais elles restent absentes du marché.
Aucun constructeur ne les produit à grande échelle, pas en 2025 ni en 2026. Toyota évoque 2027, mais il y a de quoi rester sceptique. Rappelez-vous, Tesla avait déjà promis des batteries solides en 2009, puis en 2011, 2014, 2017. Alors 2027, pas si sûr. NIO, de son côté, parle de 2026. Peut-être. Quant à QuantumScape, les délais sont encore plus lointains. Pendant ce temps, BYD livre déjà une batterie de 210 Wh par kilogramme, bien réelle, basée sur une chimie LFP sans cobalt, sans nickel et sans risque majeur d'emballement thermique. Autrement dit, si une batterie actuelle fait déjà très bien le travail, pourquoi attendre une techno hypothétique dans 5 ou 10 ans ? Une Dolphin ou une Seal avec 600 à 700 km d'autonomie à moitié prix, est-ce que la majorité des acheteurs va vraiment exiger du solid state ? Honnêtement, probablement pas. Prenons un peu de recul. Regardons les voitures thermiques les plus vendues au monde. Toyota Yaris, Honda Jazz, des petites citadines fiables, populaires depuis des décennies en Europe, en Australie ou ailleurs. Avec un plein d'essence, elles offrent une autonomie de 600 à 700 km. C'est la norme à laquelle des millions de conducteurs sont habitués. Et c'est justement cette barre que les nouvelles batteries BYD commencent à franchir. Ni plus ni moins que ce qui est nécessaire pour la majorité des trajets longue distance. Et c'est là tout l'intérêt. La batterie Blade Gen 2 est sûre, économique, recyclable. Et surtout, elle ne contient pas de matériaux rares ou stratégiques comme le cobalt ou le nickel. Or, c'est exactement ce que le solid state promettait, sans l'avoir encore réalisé. Cela dit, BYD ne reste pas immobile. Ils continuent à travailler sur les batteries à semi-conducteurs. Des brevets ont été déposés pour des modèles semi-solid state atteignant potentiellement 400 Wh par kilogramme. La Sigul pourrait même en bénéficier dans le futur. Mais à ce stade, ils n'en ont pas besoin. Le problème de l'autonomie est en grande partie déjà résolu. Autre piste à surveiller, le sodium. Une chimie très différente, avec certains inconvénients, mais aussi de vraies promesses. D'ailleurs, un sondage a été réalisé récemment. Si vous aviez le choix entre deux voitures avec la même autonomie, l'une équipée d'une batterie au sodium, l'autre en LFP, laquelle choisiriez-vous ? Résultat, entre 70 et 80% des participants ont préféré le LFP. Et c'est logique. Pour les véhicules court trajet, à bas coût, le LFP de deuxième génération restera dominant. Mais il ne s'arrête pas là. Il va aussi conquérir le milieu et le haut de gamme du marché électrique. Alors oui, les batteries solid state arrivent, mais avec cette nouvelle Blade Gen 2, BYD vient probablement de gagner 3 à 5 années d'avance. Et d'ici là, cette technologie pourrait largement suffire à couvrir les besoins du marché mondial. Certaines critiques portent sur le fait que 98% des batteries LFP mondiales sont fabriquées en Chine. Mais on oublie souvent une autre question essentielle. D'où vient réellement l'électricité qui alimente nos véhicules électriques ? C'est un point fondamental, car la source d'énergie conditionne l'impact écologique réel de chaque véhicule. En 2024, dans l'Union européenne, l'électricité était déjà à 61% d'origine non fossile. Cela inclut 22% d'éolien, 18% de nucléaire, 14% d'hydroélectrique et 7% de solaire. Les énergies fossiles représentaient encore 39%, un chiffre qui baisse chaque année. Dans des pays comme le Danemark, la Suède ou la Norvège, la part d'électricité propre dépasse les 80%. En Norvège, elle est même proche des 100% grâce à l'hydroélectricité. Historiquement, cette électricité était bon marché, bien que les prix aient augmenté ces 15 dernières années. Une tendance due, en partie, à une privatisation progressive du secteur. Et cela soulève un point crucial. Dans ces pays nordiques, où l'électricité est un bien vital, sa gestion ne devrait pas être abandonnée aux logiques de profit. Aux États-Unis, la situation est bien différente. En 2024, 60% de l'électricité provenait encore des énergies fossiles, 38% du gaz naturel, 18% du charbon. Le reste se répartit entre le nucléaire à 20%, l'éolien à 10%, le solaire à 4% et l'hydroélectrique à 6%. Et la Chine, c'est un cas à part. Plus de 62% de son électricité est toujours d'origine fossile, dont 58% rien que pour le charbon. Le gaz naturel représente 3%, les autres sources fossiles 1%. Les énergies bas carbone, elles, montent à 38%, réparties entre 13% d'éolien, 10% de solaire, 8% de nucléaire, 4% de biomasse et 2% d'hydroélectrique. Mais ce qui frappe, c'est le rythme. En 2023, les États-Unis ont ajouté 50 gigawatts de solaire à leur réseau.
La Chine, elle, en a ajouté 96 en un seul mois. Aujourd'hui, les États-Unis construisent 2 réacteurs nucléaires. La Chine, elle, en construit 27. Tous les 18 mois, elle ajoute une capacité équivalente à tout le réseau électrique américain, principalement en charbon et en gaz. 98% des batteries LFP mondiales sont donc fabriquées en Chine, c'est un fait. Mais un détail souvent négligé, c'est l'endroit précis de leur production. BYD, par exemple, fabrique une grande partie de ses batteries dans des régions alimentées par l'hydroélectricité, comme Chongqing ou le Sichuan. Résultat, une production plus stable et plus propre. De plus, l'entreprise commence à déplacer certaines lignes vers des pays au mix énergétique plus vert, comme la Thaïlande ou le Brésil. Prenons un exemple concret, une voiture électrique fabriquée en Chine, puis exportée en Norvège et rechargée sur un réseau presque entièrement renouvelable. Résultat, selon l'ONG Transport et Environnement, ces émissions sur l'ensemble du cycle de vie pourraient être inférieures de plus de 70% à celles d'un véhicule thermique utilisé au Royaume-Uni. Alors posons la question, si BYD est désormais capable de proposer plus de 500 km d'autonomie avec une batterie LFP plus sûre et moins chère, est-ce que la chimie NMC ou même les batteries solid state sont encore indispensables? Pour beaucoup, la réponse est non. Cette nouvelle batterie pourrait bien suffire à accélérer massivement l'adoption des véhicules électriques. Et à ce rythme, BYD pourrait bénéficier de 3 à 5 années de domination technologique avant que les batteries solid state ne deviennent réellement viables.